Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le décès de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos. L'ex-chef de l'État s'est éteint ce 8 juillet en Espagne à l'âge de 79 ans. Il était resté 38 ans à la tête de l'Angola. La troisième édition du tribunal mobile spécial au Soudan du Sud. Ce nouveau déploiement, qui s'est achevé en juin dernier, a permis de passer au crible plus de 30 affaires. Et puis le bilan de la réunion de haut niveau pour la mise en œuvre du programme de l'Association internationale de développement, IDA20. Dans le cadre de ce plan, 93 milliards de dollars ont été mobilisés pour assurer la relance économique de l'Afrique. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, il avait 79 ans. L'ancien président angolais José Eduardo dos Santos s'est éteint ce vendredi 8 juillet en Espagne. L'ex-chef de l'État est décédé dans une clinique de Barcelone, un établissement dans lequel il était pris en charge depuis son arrêt cardiaque en juin dernier. Son décès a aussitôt suscité des réactions dans les rangs du pouvoir. Dans un communiqué, le gouvernement angolais évoque, je cite, une figure historique qui a présidé le pays pendant de nombreuses années avec clarté et humanisme. Pour lui rendre hommage, l'actuel président, João Lourenço, a décrété 5 jours de deuil national. Arrivé au pouvoir en 1979, l'ancien président dos Santos est resté au pouvoir pendant 38 ans. 38 années cependant ternies par des faits de népotisme et de corruption. S'il n'a pas été directement inquiété par la justice, sa famille n'a au contraire pas été épargnée. Sa fille, Isabel dos Santos, qui était à la tête de l'entreprise publique Sonangol, est accusée de détournement de fonds publics dans une affaire révélée par les Luanda Leaks. Notons que Chizé dos Santos, l'autre fille de l'ancien président, avait porté plainte à Barcelone pour tentative d'homicide présumé, non-assistance à personne en danger, lésion entraînée par une négligence grave, des accusations portées contre sa belle-mère, Ana Paula, et le médecin personnel de l'ancien chef de l'État, responsable selon elle de la détérioration de l'état de santé de son père. Au Soudan du Sud, la troisième édition du tribunal mobile spécial conjoint déployé dans le nord-ouest du pays a convaincu les communautés et les autorités. Il s'agit d'un tribunal itinérant chargé de garantir à chacun un accès équitable à la justice et le même traitement devant la loi. Un système qui a pu être mis en place grâce à une collaboration entre les autorités et la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Les précisions de Gladys Mamba. Renforcer l'état de droit, même dans les zones les plus reculées, c'est la mission entreprise depuis 2020 par le tribunal mobile spécial conjoint en collaboration avec la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, un système judiciaire exclusif dont la troisième édition s'est achevée le 24 juin dans la région de Bahr el Ghazal, située dans le nord-ouest du Soudan du Sud. Objectif affiché, garantir l'équité et l'égalité entre tous les Sud-Soudanais, moyen efficace de lutter contre la violence et l'impunité. Cela nous a permis de constater une très forte réduction du nombre de cas et une sorte de frein à l'impunité. Cependant, c'est un processus coûteux. Nous ne pouvons pas continuer cela. Notre prochaine étape consiste donc à examiner comment nous pouvons rationaliser ce processus pour nous assurer que nous aidons la police à être sur place pendant la migration annuelle, pour soutenir le système judiciaire sur le terrain, afin qu'il puisse intervenir et rendre justice instantanément lorsque le processus de migration se passe. Ce système judiciaire exclusif a notamment pour but de résoudre les tensions persistantes entre les agriculteurs sédentaires et les éleveurs de bétail semi-nomades, des divergences qui dégénèrent fréquemment en conflits à grande échelle, causant des morts et des déplacements de population. Ce tribunal mobile va maintenant beaucoup aider le gouvernement parce que vous savez, il y a d'autres régions qui sont très reculées. Par exemple, si quelque chose se passe à Timiza est très loin, comme vous le savez. Le gouvernement n'a pas d'infrastructure là-bas, donc pas de mobilité. Difficile de s'y rendre pour résoudre une affaire. Mais pour le tribunal mobile spécial conjoint que la MINUS soutient, il est possible de se déplacer vers cette zone. Et ils peuvent aller très vite, juger l'affaire et revenir. Cette troisième édition a permis d'enquêter sur plus de 30 affaires, dont une liée à des violences sexuelles et sexistes. Rien qu'en 2021, le tribunal itinérant déployé dans le Bahr el Ghazal occidental avait reçu plus de 1400 plaintes,
mené plus de 100 enquêtes et jugé 24 affaires impliquant des différends entre éleveurs de bétail et agriculteurs. Ils étaient réunis à Dakar ce 7 juillet. Les chefs d'État et de gouvernement africains ont participé à la réunion de haut niveau pour la mise en œuvre du programme de l'Association internationale de développement IDA20. Bilan de ce rendez-vous, un montant de 93 milliards de dollars a pu être mobilisé par les partenaires du continent, pleinement engagés à assurer sa relance économique. Philomentine. La reconstitution des ressources de l'IDA-20, programme de l'Association internationale de développement, a connu un succès pour avoir mobilisé un montant total de 93 milliards de dollars. L'appel à l'action de Dakar exprime l'engagement des gouvernements africains en faveur d'une relance forte et d'une transformation durable et inclusive des économies en partenariat avec l'IDA. Avec les ressources de l'IDA-20, nous investirons dans les domaines prioritaires de développement pour surmonter les défis structurels tels que la fragilité, le changement climatique et la dégradation de l'environnement. Nous prenons l'engagement d'améliorer la productivité agricole par l'innovation dans les chaînes de valeur alimentaire et de développer une agriculture adaptée au changement climatique afin de réduire notre dépendance à l'égard des importations de produits alimentaires. Les dirigeants africains s'engagent à définir et rendre opérationnels de façon urgente et optimale les projets et programmes qui permettront de relever les défis de développement du continent. Nous nous engageons à accélérer la transformation économique de l'Afrique pour atténuer les chocs futurs. À travers un leadership politique fort et des actions volontaristes, notamment dans les domaines de la bonne gouvernance, de la sécurité et de la paix, ainsi que dans la préparation aux crises, nous prenons l'engagement de réussir le défi de la reprise post-Covid et de modifier nos trajectoires de développement. Dans le domaine de l'environnement, le continent compte intensifier les efforts pour revitaliser les écosystèmes. Les chefs d'État africains réaffirment leur engagement à prendre des mesures pour assurer l'accès universel à une énergie abordable, fiable, durable et moderne d'ici 2030, soit une fourniture de l'électricité à 85 millions de personnes supplémentaires par an au cours des 8 prochaines années sur le continent. Au Gabon, une certaine catégorie de la population devra désormais payer plus cher pour se procurer du carburant à la pompe. Le 1er juillet dernier, le ministère du Pétrole a publié une note relative au prix des produits pétroliers pour les consommateurs. Si pour les ménages, le tarif de l'essence est chiffré à 605 francs CFA le litre, les industriels ou encore les fonctionnaires devront débourser quant à eux 835 francs CFA. C'est Vrandouke. 2022, par les autorités gabonaises, le citoyen lambda ne payera plus le même prix que les autres fonctionnaires de la présidence, de l'armée ou encore les industriels. Le prix à la pompe jusqu'ici subventionné par l'État est passé de 605 francs CFA contre 835 francs CFA pour l'essence et de 585 francs CFA contre 830 francs CFA le gasoil pour les industriels et les autres fonctionnaires visés. Je crois que c'est l'une des meilleures décisions du gouvernement de ces derniers temps parce que nous allions droit au mur. Il y avait un problème. Le carburant subventionné se vend à la pompe à un prix qui est différent du carburant non subventionné qui se vend aux industriels. Le but de la subvention, c'était permettre de juguler un peu la crise sociale que subissent les populations, notamment dans les transports en commun et sur le prix du pain. Une mesure adoptée en raison d'une exigence du FMI, peu favorable à la politique du pays de subventionner tout azimut les prix des produits pétroliers. Pour l'institution financière, la subvention du carburant est de nature à plomber la réalisation d'autres objectifs et de freiner l'atteinte des objectifs fixés en orientant une grande partie du budget de l'État vers le financement de ce que consomment les populations les plus nanties. Il y a des mesures mises en place par la Direction générale des hydrocarbures pour contrôler l'effectivité des décisions prises. Le bénéfice pour le gouvernement, déjà, c'est la paix sociale qu'il en tire. Les tensions sur les transports en commun, les tensions sur le prix du pain, ça pose un gros problème au gouvernement, ça cause des grogne sociales. Le second bénéfice, c'est clairement des meilleurs revenus, donc une meilleure vente de son carburant non subventionné auprès des industriels, auprès des forestiers, auprès des grumiers.
La décision n'a pas tardé à laisser paraître ses conséquences. Malgré la mesure réduisant de 15 francs CFA le tarif du transport urbain décidé par le gouvernement depuis le 24 juin 2022, les transporteurs ont augmenté le tarif du transport au Gabon. Selon les autorités gabonaises, entre 2015 et 2018, l'État a dépensé 700 milliards de francs CFA en subventions. 15 milliards de francs CFA, c'est le financement accordé par la Banque de développement des États de l'Afrique centrale au profit de la Commercial Bank Tchad, un appui financier destiné à soutenir le secteur privé, notamment les petites et moyennes entreprises affectées par la pandémie de coronavirus. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. La Commercial Bank et la Banque de développement des États de l'Afrique centrale ont signé ce lundi 4 juillet 2022 un accord de près de 15 milliards de francs CFA pour le financement des petites et moyennes entreprises. L'objectif est d'apporter un appui renforcé et conséquent au secteur privé tchadien en détresse face à la pandémie de Covid-19. Cette ligne en faveur des PME permettra de booster les activités économiques et la création d'emplois. L'accord du prêt de la BDAC qui nous réunit pour un montant de 15 milliards de francs CFA en notre faveur, s'inscrit dans la droite ligne de notre plan stratégique qui a pour vocation d'apporter des solutions de financement innovantes et diversifiées à l'économie nationale à travers notre clientèle privée, principalement celle des PME-PMI. Pour la BDAC, l'ouverture de cette ligne de crédit est une réponse post-Covid-19 à l'endroit des opérateurs économiques tchadiens qui pourront ainsi relancer leurs activités et accroître leurs revenus. Il est aussi attendu de ce fonds la création de plusieurs milliers d'emplois dans le domaine de la transformation des produits agricoles et pastoraux. La BDAC, conformément à son plan stratégique 2017-2022, ambitionne d'élargir son champ d'intervention en faveur de PME et PMI qui constituent un maillon important de l'économie de notre sous-région. En effet, les interventions de la BDAC à travers les lignes de financement ou de crédit accordées aux institutions financières nationales de la sous-région constituent un instrument que nous ambitionnons pour atteindre les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Pour rappel, les petites et moyennes entreprises constituent le moteur de l'économie nationale, mais peu exploitées dans les portefeuilles bancaires au Tchad. En décidant de financer ce pan majeur de l'économie, la Commercial Bank Tchad assume un pari en dépit du risque de crédit relativement élevé dans ce secteur. La FIFA et la FIFPro s'allient contre les discours haineux. Un rapport publié le 18 juin à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les discours de haine a révélé l'augmentation du nombre d'insultes à l'encontre des footballeurs sur les réseaux sociaux pendant les compétitions internationales. Alors que faire à 4 mois de la Coupe du Monde de football au Qatar? Élément de réponse avec José Douglas. À moins de 5 mois de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022, la FIFA s'associe à la FIFPro, l'organisme représentatif des footballeurs professionnels à l'échelle mondiale, pour étudier un plan de protection des équipes, des joueurs, des arbitres et des supporters contre les insultes qui circulent sur les réseaux sociaux en période de compétition internationale. Notre devoir est de protéger le football et, par conséquent, les footballeurs dont les exploits sur le terrain nous apportent tant de joie et de bonheur. Malheureusement, nous observons une tendance inquiétante consistant à publier des messages inacceptables à l'encontre des joueurs, des entraîneurs, des arbitres, voire des équipes elles-mêmes. Plus de la moitié des joueurs ayant participé à l'UEFA Euro 2020 et la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF 2021 ont reçu des insultes venant même de leurs propres compatriotes. Les commentaires homophobes, 40%, et racistes, 38%, représentent la majorité des cas. L'algorithme qui sera lancé par la FIFA et la FIFPro concerne aussi bien le football masculin que féminin et détectera automatiquement les termes haineux présents sur des comptes identifiés. Les deux institutions veulent une unité parfaite sur ce dossier pour pousser les réseaux sociaux à les soutenir. Et ça, c'est une très très bonne chose car les joueurs, la plupart du temps, la haine qui est portée sur eux par le fait que le football, c'est un sport roi dans le monde, franchement, c'est le moment qu'il faut prendre cette décision et puis arrêter tout ça.
Moi, personnellement, je n'ai pas vécu ça parce que, bon, à notre époque, il n'y avait pas tellement Internet. Hein. Selon les spécialistes, les insultes en ligne représentent un problème de société. La FIFA et la FIFPro s'engagent et proposent également un soutien pédagogique et des recommandations en matière de santé mentale à l'ensemble des joueurs et joueuses concernés par les compétitions de la FIFA en 2022 et 2023. L'actualité sportive, c'est aussi la première participation d'une Africaine à une finale d'un tournoi du Grand Chelem. La Tunisienne Ons Jabeur s'est qualifiée ce jeudi 7 juillet face à l'Allemande Tatjana Maria pour la finale de Wimbledon. Une qualification notable qui lui a valu le surnom de ministre du bonheur dans son pays. L'athlète affrontera en finale la joueuse Elena Rybakina qui représentera le Kazakhstan. Une rencontre qui se jouera ce samedi 9 juillet. À ce propos, Ons Jabeur s'est montrée confiante dans une interview accordée à un média français. Elle a affirmé, je cite, que son jeu pourrait vraiment déranger son adversaire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.